Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce deuxième tapis bleu de ce 16e festival du film francophone d'Angoulême. Alors avec, vous le savez, les équipes de films qui vont se succéder sur ce beau tapis, des films qui ont été présentés aujourd'hui ou pour certains qui sont présentés tout à l'heure. On terminera notamment avec l'équipe du film Vision de Yann Gozlan. Mais pour commencer, un film en compétition, l'un des 11 films en compétition, c'est La vie de ma mère, réalisé par Julien Carpentier. Ils sont dans les voitures au frais, eux, interprété notamment par William Lebguil, qui nous rejoint. Bonjour, Julien qui le suit, le réalisateur. Il y a Agnès Jaoui qui devrait pas tarder non plus, je l'aperçois dans la voiture. Et Dom Lanena qui a composé la musique du film. Je vous en prie, on attend Agnès pour faire d'abord les petites photos et après, je viendrai vous questionner. C'est l'histoire d'une mère et son fils qui sont donc incarnés par William Lebguil et Agnès Jaoui. Cette mère, elle est bipolaire. Et elle s'est enfuie du centre dans lequel elle avait été placée lors d'une phase maniaque pour rejoindre justement ce fils. Lui veut l'y ramener, mais vous l'imaginez, le voyage ne va pas se passer exactement comme prévu. C'est l'un des 11 films en compétition cette année. Vous le savez, les films en compétition passent 6 fois cette année, donc si vous ne l'avez pas encore vu, c'est l'occasion de le rattraper. Julien, on s'était parlé il y a quelques semaines, en vidéo, en visio, et vous me disiez que cette histoire, c'était aussi une histoire très personnelle, très basée sur l'histoire de votre maman. Racontez-nous. Oui, c'est une histoire assez intime, c'est un témoignage que j'apporte. C'est la relation. Je parle un petit peu de la relation que j'ai avec ma mère, qui a une pathologie qui est la bipolarité, et j'évoque les difficultés d'une relation avec une personne qui peut être atteinte de cette pathologie. Difficulté parce que, et c'est ce que vous interprétez magnifiquement bien Agnès, c'est qu'elle est très attirante, très attachante, on a envie de l'aimer cette maman, et pourtant, on en dira un mot après, mais son fils il a évidemment du mal à la gérer, il a tout l'amour qu'un fils peut avoir pour sa mère, mais voilà, on a envie d'être avec elle, et pourtant il y a cette pathologie qui fait que évidemment le quotidien est très très compliqué. Oui, on sent qu'elle déborde un petit peu, qu'elle ne sait pas très bien mettre les limites, et pour un enfant je pense que c'est très pénible. Quand on sait qu'on interprète le rôle quelque part d'une personne existante ou proche du réalisateur, est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire ou vous prenez ça comme un rôle classique Non, au contraire, parce que je sais qu'il connaît très bien le personnage qu'il traite, donc c'est plutôt intéressant. Ouais, vous aviez plutôt rassurant. Et donc dans ce duo, parce que vous formez un duo à l'écran, il y a William à qui on va passer un petit micro. Il l'aime cette maman, il a évidemment envie du meilleur pour elle. Et en même temps, forcément, il faut qu'il la reconduise dans ce centre, et parce que sinon, il sait que ça va finir en catastrophe. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est ce que raconte le film, c'est ce moment c'est les 48 heures qu'ils vont prendre pour en fait accepter la situation dans laquelle ils sont et s'aimer peut-être mieux, ou en tout cas d'une manière différente. Voilà. Il y a une scène dans le film où vous chantez en duo. Exactement, Julien Clerc. Fais-moi une place. Attends, me tentez pas trop parce que je vais vous demander de le faire ici. non. Mais qui est une scène magnifique. Quel souvenir vous gardez de ce moment quand vous avez chanté en duo ce Fais-moi une place? C'est marrant parce qu'on nous a posé la question de quel était notre souvenir préféré. Et on a été plutôt tous vers cette journée de tournage de karaoké où vraiment c'était assez incroyable. C'était très émouvant, c'était drôle, parce qu'il y avait aussi d'autres gens qui faisaient du karaoké, qui étaient assez marrants. Et ça a été un jour de tournage assez particulier, assez intense. Agnès, vous êtes d'accord? Oui, en fait, c'est assez rare que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que voilà, on n'avait aucun effort à faire pour être ému. Et voilà, c'était complètement simple. Il n'y avait pas c'était pas du travail, c'était rien. Ça venait tout seul, tout le temps. Et du coup, c'était bon. Quand Julien vous a dit ce sera William, votre fils, vous êtes dit ça le fait? J'étais trop contente. Ah ouais? Je l'aime beaucoup. Je l'avais même casté pour un film et il n'avait pas pu parce que. Il vous avait dit non? Il m'avait dit je préfère quelqu'un d'autre, pire. Mais malgré tout, je suis pas rancunière. C'est ce que j'allais dire, parce que vous auriez pu dire à Julien non, c'est bon. Non. Elle me l'a dit, mais elle le dira pas là quand même. Quelle horreur. Non, je l'aime beaucoup.
Vous êtes réconciliés. J'ai jamais été fâchée. Un mot, parce qu'on a la chance d'avoir la compositrice aussi de la musique. Comment vous avez travaillé, Julien et Dom Lanena, sur cette musique de film, et voilà, comment se sont faits les échanges? Bah, pareil aussi, c'était très facile, c'était un plaisir. C'est vrai que j'ai composé pas mal de la musique avant même de voir les images, juste avec le scénario, et il y a eu quelque chose d'assez évident. Et moi, j'ai tout de suite été très touchée par l'histoire et les personnages, et voilà, c'était vraiment très très fluide, et j'avais tout le temps une petite boîte de mouchoirs quand même avec moi parce que j'étais souvent très émue quand je travaillais dessus. Donc voilà, c'était très fluide et un vrai plaisir. Il faut quand même préciser, parce que là on parle d'émotion, de boîte de mouchoirs, que vous avez aussi voulu mettre beaucoup d'humour dans le film. C'est un film aussi devant lequel on rit. Effectivement, il y a des vrais moments d'émotion, mais voilà, c'est pas que plombant, c'est pas que sur la bipolarité, ou voilà, c'est aussi un film drôle. Oui, parce que comme dans la vie, on peut rire dans des situations difficiles, dramatiques, et je voulais aborder ce sujet de façon simple. Et puis on parle beaucoup de transmission dans le film, et l'humour est aussi une transmission. Et le personnage de Judith a aussi transmis cet humour à son fils. Et c'est un moyen de communication. Et ils réapprennent à s'aimer correctement, notamment grâce à l'humour. L'humour et les fleurs. L'humour et les fleurs, ouais. Ouais, parce que pareil, dans le même esprit de transmission, le personnage de Pierre, qui est fleuriste, aborde la fleur de façon un peu plus froide, comme un commerçant, mais il est dans sa gestion, et sa mère est plus aborde ça. C'est de la poésie pour elle, c'est un langage, et on va voir qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est grâce à elle qu'il a. Ah, ne dis pas. Ah putain. Faut pas spoiler. Faut oublier ce que je viens de dire, d'accord. Un mot sur Angoulême, ce festival. Il y en a certains qui sont déjà venus, d'autres pas. Qu'est-ce que ça fait d'être là? Voilà, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est magnifique. C'est beaucoup de joie. Franchement, c'est très très touchant. C'est la possibilité de pouvoir partager le film pour la première fois et dans un contexte pareil, aux côtés de personnes extraordinaires. C'est magnifique. Agnès, William? Moi, je suis déjà venue une fois, oui. et effectivement, l'accueil du public, la bienveillance des gens est extrêmement appréciable. Et c'est vrai que commencer l'année comme ça, c'est un bonheur. C'est une chance. Tout le monde fait sa rentrée, là? C'est la rentrée des classes. C'est la rentrée des classes. Bon, alors vous allez continuer les devoirs, puisque je crois que là, vous allez présenter le film encore dans une autre salle. Oui. Je vais vous libérer. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé par ce tapis bleu. Merci beaucoup. L'équipe de La vie de ma mère, qui est donc l'un des 11 longs métrages en compétition. On part par l'autre côté. Hop, on fait ça bien. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Vous sortez de projection, je crois? Ça fait un petit moment, on a fait d'autres choses depuis. Mais vous avez débriefé? Ouais, voilà. Alors, le premier sentiment d'avoir présenté ce film au public angoumoisin? Moi, comme je l'ai dit, j'étais très heureux et très fier de le présenter ici, parce que c'est la première projection publique. Après, j'ai pas pu assister à la fin de la projection, donc j'ai pas senti non plus comment la salle avait reçu le film. J'espère que j'aurai comme ça des retours de spectateurs au fur et à mesure. Mais voilà, c'était très émouvant, pour nous. Alors pour parler du film en quelques mots, déjà dire au départ ce concept, j'avoue que moi je connaissais pas, de protection d'un immeuble par l'occupation, c'est quelque chose qui existe vraiment. Expliquez-nous comment vous avez découvert ça, comment vous vous êtes dit ça ferait un beau scénario de film. J'ai découvert ça moi il y a 5 ans, c'était en 2018, ça avait été inscrit dans la loi Elan à titre expérimental. Et donc le principe c'est il y a beaucoup de locaux vides, des millions de mètres carrés, et il y a des millions de gens qui ont du mal à se loger aussi. Donc l'idée c'était de leur permettre de se loger moyennant une petite redevance de 200 € pour protéger les lieux contre les squatteurs, aussi pour les entretenir. Voilà, mais donc l'idée est intéressante, mais ce que le film pointe, c'est toutes les dérives qui accompagnent la mise en pratique de cette idée, et qui sont principalement une restriction très forte des libertés des résidents, qui ont plein d'interdictions, qui ont des droits très limités. Et donc voilà, j'avais envie d'alerter sur ce sujet, cette pratique, qui me semblait raconter quelque chose aussi de l'ère du temps. Et il se trouve que 5 ans plus tard, cette expérimentation
est devenue pérenne. Elle a été votée par la loi dite anti-squat, du même titre que le film, qui a été votée là à l'Assemblée au mois de juin dernier. Alors cette histoire, elle passe à travers votre personnage, Louise Inès, qui est mère de famille. Votre fils est à côté de vous, si je puis dire, et qui, pour survivre, est forcée d'accepter ce poste dans cette agence anti-squat. Elle-même doit aller vivre dans l'immeuble. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce rôle, dans ce film social, sociétal même? Voilà, pourquoi vous avez dit « Ok, j'y vais ». D'abord, ce phénomène que j'ignorais, qui est très révélateur du monde dans lequel on vit, et c'est important de mettre une lumière dessus parce que la loi vient effectivement de passer en juin dernier. Et puis, j'avais très envie, dès la lecture du scénario, de découvrir ce monde un peu dystopique avec des gens qui emménagent dans un immeuble désaffecté, dans d'anciens open space, avec leurs petites affaires, toute leur humanité, leur chaleur, en fait, dans cet endroit un peu inhumain, un peu glaçant. Et la mise en scène porte beaucoup cette histoire, puisqu'elle est aussi parfois à distance en fait de tout ce qui peut se passer. Elle est très droite comme ça, et j'ai beaucoup aimé que mon personnage, qui est manageuse en fait de ses occupantes, ses résidents qui sont en situation de précarité, soit elle-même en état de précarité, et donc elle est tiraillée sans cesse entre sa volonté de survivre et de protéger son fils, et en même temps les histoires des habitants qui lui rappellent ce qu'elle est elle-même et son humanité. Est-ce qu'il faut dire que dans ces immeubles, on a le droit à peu près à rien? On ne peut pas avoir d'animaux de compagnie. Je crois que c'est plus si c'est une ou deux personnes invitées maximum en même temps. On ne peut pas s'absenter, on doit entretenir le jardin, on ne peut pas s'exprimer dans les médias. On peut partir en pleine trêve hivernale et on a une semaine pour partir. Ce sont des règles qui touchent un peu à la liberté des gens qui s'y trouvent. Et elle doit s'en sortir pour son fils, donc, Samy. C'est ça. Quand on vous appelle, quand vous allez jouer le fils de Louise Bourgoin, la première réaction? Ouh. Bah non, mais je m'y attendais pas. Tout ça, c'est parti d'une annonce Facebook. Je cherchais de la figuration de base, et puis je me retrouve là, quoi. Ah oui, c'était une annonce de figuration. Vous répondez? De base, ouais, j'étais dans des groupes de figuration, de petites choses, et puis j'ai vu l'annonce, donc j'ai foncé. C'est à cause d'elle, en fait, que tout ça arrive un peu dans le film. C'est vous la méchante. Vous dites ça avec un vrai aplomb. Oui, c'est moi la méchante. Oui, c'est de ma faute. Oui, non, moi j'interprète donc une property manager, directrice du pôle immobilier d'une grande banque, et qui effectivement, c'est elle qui va mettre en place cette société anti-squat pour gérer, plutôt qu'une société de vigile, pouvoir protéger son immeuble du squat. Voilà. Ce qui est terrible, c'est que vous parlez des vigiles, on va pas raconter tout le film, mais c'est que c'est moins cher que les vigiles, et donc eux-mêmes, c'est toujours pareil, c'est aussi la concurrence parmi les pauvres gens, entre guillemets, ou en tout cas ceux qui essaient de s'en sortir. Oui, enfin, du monde du travail, en fait, tout le monde essaie de préserver son travail, quoi. Et Nicolas, c'était il y a 5 ou 6 ans, vous aviez fait un précédent film, Corporate. Avec Céline Sallette, qui était déjà dans cette veine très sociétale, à l'époque, sur l'histoire d'une DRH un peu broyée par le système et par l'entreprise. Pour vous, c'est ça le cinéma? Ça doit être un cinéma qui raconte quelque chose de la société, qui défend des idées? Aujourd'hui, c'est ça qui m'habite, moi, qui me motive, effectivement. Peut-être que je ferai des films différents à l'avenir, mais aujourd'hui, c'est ce moyen-là, effectivement. Il y a des sujets qui m'interpellent, sur lesquels je me renseigne, je fais un travail de recherche, et après, ce qui me plaît surtout, c'est d'injecter de la fiction là-dedans pour que ça emporte les gens, qui s'identifient à des personnages, mais que ça pose aussi quelques questions sur la société dans laquelle on vit, quoi. Et être là à Angoulême, c'est ma dernière question, mais présenter ce film sous le soleil, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Une légère chaleur. Louise, vous étiez déjà venue, je crois. J'ai souvenir il y a 2-3 ans. 6 fois, en fait. 6 fois, J'ai commencé en 2010 avec Un heureux événement de Rémi Besançon avec Pio Marmaille. C'était les tout débuts du festival. Il y avait des fêtes sous des barnums presque improvisés. Je me souviens même avoir mis la musique moi-même avec mon téléphone. Et aujourd'hui, ça a pris une grande ampleur. Et c'est génial, quoi. Les gens sont tous très cinéphiles. Et je suis impressionnée par le parcours de Dominique et de tous les gens qui s'occupent du festival. Merci beaucoup. Donc, quand vous arrivez, vous avez vos habitudes? Presque. Nicolas, c'est la première fois? J'étais venu comme scénariste des Éblouis de Sarah Succo il y a 4 ans. J'avais découvert, et là je suis très heureux d'y revenir avec mon propre film. Et c'est vrai qu'il y a un enthousiasme, il y a du public, et ça c'est précieux de pouvoir rencontrer les spectateurs. Et voilà, c'est un lieu magique. Donc longue vie à ce festival.
longue vie à ce festival. Merci beaucoup d'être passé par ce tapis bleu. Toute l'équipe du film Anti-Squad, donc je redis Nicolas Silla, le réalisateur, Louise Bourgoin, Samy Belkassa et Violaine Fumeau. Merci beaucoup à tous les quatre. Je vous laisse continuer vers nos amis de Brut. Et pendant que Louise rejoint l'équipe pour l'interview chez Brut, on va accueillir l'équipe du film Le Voyage en pyjama. J'aperçois Pascal Thomas, Alexandre Laforie, Hippolyte Girardot. Je vous en prie, n'hésitez pas à vous avancer. Je vais en profiter pour résumer rapidement le film. Et c'est l'histoire d'un homme, Victor, qui a 40 ans et qui se retrouve enfermé dehors parce que sa femme est partie avec les clés de la voiture et de la maison. Lui décide donc de se lancer dans une forme de road movie à bicyclette, en train, en péniche, tout ça évidemment en pyjama, d'où le titre. Il va faire tout un tas de rencontres plus merveilleuses les unes que les autres. Alors Pascal Thomas, le réalisateur du film. Marguerite Perrotte, l'une des actrices du film, n'est-ce pas Hippolyte? Un rôle en pyjama, ça fait quoi? En pyjama, ça n'a pas été tout de suite, oui, ça n'a pas été tout de suite le sujet, mais oui, quand on m'a contacté pour me proposer ce rôle, j'étais à la fois très excité et en même temps un petit peu paniqué parce que c'était quand même pas mal de jours de tournage. Voilà, j'avais déjà travaillé avec Pascal, oui, vous aviez tourné dans plusieurs avec films. lui, ouais, mais jamais à ce rythme-là. Et c'était une proposition que je ne pouvais pas refuser, même si c'était un peu, voilà, j'étais un petit peu inquiet, mais finalement, la bienveillance des gens avec qui j'ai travaillé, les acteurs et actrices formidables, les équipes techniques, c'était un rêve, ce tournage intense, parce qu'on a tourné assez rapidement, et il fallait voilà, tout faire en 25 jours, mais c'était un souvenir extraordinaire, et franchement, aucun regret, évidemment. Pascal, peut-être nous dire un mot sur l'envie de départ du film, de faire cette histoire d'un homme, sur l'envie de départ du film, avec cet homme qui est un peu perdu, qui est à la porte de chez lui et qui va décider comme ça de parcourir une bonne partie de la France. Je crois qu'il y avait l'envie notamment de montrer aussi ce qu'est la province et la beauté de la province. Dans tous mes films, on est à part un film que j'ai tourné à Paris, mais j'aime filmer la France, j'aime filmer la province, j'aime filmer un certain type de relation où la violence n'existe pas, l'incompréhension parfois, mais bon. Et donc là, on avait... Je veux dire comment le sujet est venu. Bon, il a toujours été là. Hein. Je sais pas l'origine des choses, l'origine des idées. Souvent, elles viennent du tournage. Elles viennent des acteurs. Elles viennent. Je pense à la bagarre d'Hippolyte et de son partenaire. Bon, il y avait plein de choses qui viennent d'eux. Vous voyez. Et à la fin, quand on leur dit. On dit, on va vous amener à l'hôpital, c'est deux médecins, et ils disent ensemble, pas nous. Et ça, c'était quelque chose qu'ils ont trouvé. C'est eux qui l'ont improvisé. Oui, mais il y a plein de choses qui naissent des situations, de la mise en confiance. J'aime pas dire que je dirige les acteurs. On ne dirige pas les acteurs, on les met en confiance, et leur talent, leur génie propre fait le reste. Tu es d'accord avec ça, Hippolyte? J'allais dire. Ah, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce qui est assez étonnant quand on voit le film, j'en sors là. Bon, c'est l'écriture qui est rare, parce que c'est une écriture qui est pas aux petits oignons, disons, mais à l'ail, en tout cas. Il n'y a pas à rigoler parce que je parle de l'ail. Parce que, excusez-moi, c'est un petit peu important. D'accord? Exactement. Très joliment dit. Aux petits oignons à l'ail. C'est à la fois ça, et en même temps, ça respire pas l'improvisation, mais la spontanéité, ce qui vient d'arriver. Et ça, c'est vraiment une grande qualité du scénariste Pascal Thomas avec le metteur en scène. Je trouve que les deux ensemble dialoguent bien. Non, c'est ça. Oui, mais c'est comme ça que tu dialogues. D'ailleurs, je sais pas où il est l'autre Pascal Thomas. Enfin bon, bref, ils dialoguent très bien tous les deux ensemble. Voilà. Lolita, Marguerite, un peu même question, mais tourner dans un film de Pascal Thomas avec tout ce que ça veut dire aussi de douceur, presque de douce mélancolie dans ce cinéma. Comment vous l'avez vécu et qu'est-ce que ça fait quand on nous appelle pour tourner dans un film comme celui-là? Pour ma part, c'était vraiment un très 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 grand plaisir. Et c'est vrai, comme dit Hippolyte, il y a une sorte de... C'est comme une valse, tout s'emboîte. Je l'ai revu pour la deuxième fois. Là, il y a un truc complètement de poésie, du quotidien, ce que ça raconte sur le couple et tout, d'une façon, moi, que j'aime, parce que qui appartient un peu à une autre époque aussi. Donc on est un peu ailleurs. C'est un voyage. Et ça, c'est toujours... moi, ça me plaît, en tout cas. Et comme acteur aussi, on a l'impression de danser un peu sous les étoiles. Marguerite? Pareil, c'est mon premier rôle dans un film
Et c'était génial. Oui, commencer avec Pascal Thomas. Voilà, il y a de pire, commencer j'allais avec Pascal Thomas. Ouais. J'ai beaucoup de chance. N'exagérons rien. Et là, la projection, alors, est-ce que vous en sortez tout juste? On en sort, j'étais assez ému par les réactions, même par certaines choses qui m'ont été dites sur les gens qui disaient leur émotion, leur plaisir. Si vous voulez, mais ce que j'aime voir à la sortie des projections des films qu'on a pu faire, c'est le bonheur sur le visage des spectateurs. Je veux pas, parfois il y a des gens qui font des films, ils sortent, les spectateurs sont paniqués, etc. Non, moi c'est le bonheur, le plaisir, ce qui nous plaît dans la vie. Hein. Et le film sort en salle le deuxième semaine de janvier. Voilà. Et puis avant, il y a un hommage à la Cinémathèque. Un beau programme qui vous attend. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu et de nous avoir fait l'amitié de présenter ce film. Merci beaucoup. Au Festival du film francophone d'Angoulême. Oui, vous disiez, Marie-France. elle a sauvé ce film, racontez-nous. Elle a sauvé ce film, en fait, elle a eu un coup de cœur pour l'histoire. Elle m'a dit, il faut absolument que tu le tournes ici. Ici, c'est chez nous, Angoulême. J'ai eu la chance de rencontrer le président de la Charente, la région. J'ai visité les lieux et je me suis dit... même si mon histoire était en Bourgogne, la diversité qu'offre finalement cette région me permet de faire ce film ici. Voilà. Alors, si je le résume, en faisant un mini raccourci, mais ce film, c'est votre histoire? C'est une partie de mon histoire, puisque c'est mon histoire de candidate à Miss France. Une candidate assez particulière, puisque pas du tout promue à cet avenir de Miss, mais qui va traverser cette élection avec curiosité et puis en se faisant plein de copines. Et vous allez voir, elles sont nombreuses à avoir accompagné Esther Roland, mon actrice principale. Vous dites pas du tout destiné à ça, parce que c'est un recruteur qui vous trouve... vous êtes dans votre petite banlieue, vous voulez devenir basketteuse, vous êtes très très loin de l'univers des Miss. Et plus le temps passe, plus vous allez y croire. Peut-être ceux autour de vous vous regardent un petit peu dubitatif et vous y allez. C'est l'histoire de ma vie, ça, en fait. Je suis toujours allée là où on ne m'attendait pas. J'ai toujours eu un profond respect pour le cinéma. J'aime cet art. J'avais envie de faire ce film aussi pour raconter ce que peut être la solidarité populaire, ce que peut être aussi le rêve, ce que peut être l'ambition d'un rêve totalement inattendu, un destin inattendu auquel on répond. Voilà. Le tournage à Angoulême, ça s'est passé comment? Mais c'était merveilleux. Moi, j'adore les Angoumoisins. Ça s'est super bien passé. On a eu une technique formidable parce qu'on a fait un film en 21 jours, 96 minutes en 21 jours. C'est vraiment un exploit pour rendre la qualité de travail qu'on voit à l'écran. Et voilà, moi, je suis très heureuse. Je suis accompagnée aujourd'hui de tous mes comédiens. Alors, on va peut-être commencer avec... Esther Roland, en premier lieu. Qui joue en quelque sorte votre rôle. C'est magnifique. Elle est belle, hein, non? Elle est magnifique. Bougez pas, je prends le micro pour les photos. Hop. Voilà, regardez toutes les deux. Voilà, juste là. Et à droite, s'il vous plaît, voilà, c'est juste là. Sonia. Et on va appeler le reste de l'équipe à venir sur scène pour les photos, en marchant comme lors de l'élection de Miss France, s'il vous plaît. Il faut défiler maintenant que vous êtes formés. Voilà, ça, c'est... Vous faites ça très bien. Monsieur aussi, monsieur aussi. Voilà, une bonne partie de l'équipe qui ont notamment joué évidemment les Miss dans le film. Vous êtes belle et beau, hein, franchement. Qu'est-ce que ça fait de jouer, entre guillemets, Sonia Roland à l'écran? Eh ben, c'est un honneur déjà. Alors, je tiens quand même à préciser que ça a été très important pour Sonia dès le début de préciser que c'est avant tout une fiction. Ça s'inspire de sa vie, mais j'ai pas cherché réellement à être Sonia ou à la représenter pour de vrai. Parce que c'est un personnage qui est quand même assez... fictionné. Voilà, c'est ça, exactement. On va se rapprocher un peu de Sonia pour poser une ou deux toutes dernières questions. Notamment, moi, j'ai été surpris, on s'en doute un petit peu, mais c'est quand même un univers très dur, cet univers de Miss France. Ah, vous avez vu le film, donc. Bah, évidemment que j'ai vu le film. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un univers qui n'est pas tout à fait tendre, mais en fait, ça dépeint aussi ce qu'est finalement une société. En fait, il y a des jalousies, il y a une sororité quand même qui... Non, mais il y a beaucoup d'humanité. Il y a une sororité qui opère entre les filles et
Non, mais regardez ce Ça y est. beau casting d'actrices. Vous n'existez plus, Sonia. Ah non, mais moi, je suis Elles font leur heureuse de vie les sans voir. vous. Je suis heureuse de les voir exister aussi, parce qu'elles sont formidables. Et peut-être un mot, Formidable. parce que j'imagine que ça vous tient à cœur, pour Geneviève de Fontenay, qui est partie il y a quelques temps. Peut-être qu'elle nous regarde de là-haut. J'ai une pensée pour elle. Geneviève est avec nous, évidemment. Peut-être pas dans le film, parce que nous, les candidates à Miss France, on n'avait pas affaire à elle. C'est une femme qui tenait à ce qu'on ait la bonne distance avec elle. Mais moi, elle a été formidable dans mon parcours de candidate. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, et en étant Miss France aussi, puisqu'elle m'a apporté beaucoup de conseils, de bons conseils pour évoluer dans Vous le avez métier. eu le temps de lui montrer le film ou pas? J'ai eu le temps de lui... Non, malheureusement, Non. j'ai pas eu le temps. Elle est partie avant, elle devait le voir à la rentrée. C'est comme ça. Une dernière petite photo. Oui. Hop, je vais récupérer le micro. Merci beaucoup, Sonia. Toute dernière petite photo et on va enchaîner. Voilà, juste là, regardez-moi. Sur la gauche, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, encore. Nadia Tereskiewicz, actrice principale du film Rosalie, en compétition cette année dans ce 16e festival du film francophone d'Angoulême. Rosalie, vous êtes ce qu'on appelait à l'époque une femme à barbe, rejetée par à peu près tout le monde. Vous épousez ce tenancier de bar, entre guillemets, d'auberge à l'époque. Et toute l'histoire va se nouer autour de ça. Moi, j'ai une question bête, mais comment vous faites pour qu'elle soit aussi belle avec une barbe? D'ailleurs, c'est une question qui s'adresse à toutes les deux. Bah, c'est la magie de Nadia, en fait. C'est qu'elle a quelque chose d'intérieur qui s'exprime aussi à travers son physique, et que même avec une barbe, elle a une sensualité, elle a quelque chose de troublant. C'était l'idée, justement, de créer un espèce d'érotisme nouveau, une espèce de sensualité nouvelle auquel on ne s'attend pas, pour, en fait, décrire une histoire d'amour entre Abel et Rosalie. Voilà. Et vous, quand on vous appelle et qu'on vous dit il y a un rôle pour toi, tu vas porter une barbe une bonne partie du film, c'est oui tout de suite ou c'est ah, quand même j'aimerais bien faire un essai, voir ce que ça donne? Bah, évidemment, on a fait des essais et c'est pas anodin de mettre une barbe, parce que il y a quelque chose de, ça touche à forcément ma féminité, et on donne pas tout dans un film, mais on donne quelque chose, donc il y a quelque chose de particulier. Mais quand j'ai lu l'histoire, j'ai été touchée par cette histoire d'amour et ce destin de femme magnifique, d'une femme qui cherche à s'accepter, et c'est un film qui parle de la différence, et donc j'espère que tout le monde s'identifiera, mais moi je me suis vraiment identifiée et j'étais vraiment très touchée. Ouais. C'est une femme qui s'affranchit, en fait, en affrontant le regard des autres, et qui assume sa féminité un peu particulière comme ça, contre les a priori et les dictates de l'époque, qui sont encore là d'ailleurs. Ce que j'allais dire, c'est qu'en plus on parle beaucoup en ce moment, alors pas forcément de la barbe, mais du poil au sens large chez les femmes, qui est devenu aussi un symbole important. Ouais, c'est ouais. comme ça que vous est venue l'idée du film ou... Pas du tout, en fait. Il y a une femme très célèbre qui s'appelle Clémentine Delay, début XXe siècle. J'ai vu sa photo comme ça, et moi je la trouvais gracieuse, et j'ai voulu un peu voir quel était son secret. Il y avait quelque chose qui me fascinait, en fait, chez cette femme, d'assumer, justement parce qu'elle voulait être dans la vie, finalement. Elle voulait avoir une vie de femme, comme tout le monde. On joue différemment avec une barbe. C'est bête, mais est-ce qu'il y a dans les traits du visage, dans la manière que vous avez de porter des émotions, est-ce que c'était différent que quand vous jouez sans barbe? Bah, de toute façon, ça modifie la posture, ça modifie la sensation que j'avais de mon propre corps, et aussi avec les costumes, la coiffure. C'est comme si on construisait le personnage avec les 4 heures de prépa, entre les poils, le corset, la coiffure remontée, puis d'un coup, Rosalie existait, quoi. Et ce chemin-là vers le personnage, c'était toujours... C'était ce temps de prépa, en fait, pour entrer dedans. Mais oui, c'est différent. Parce que vous l'avez glissé, vous me le disiez tout à l'heure, c'était 3 à 4 heures de maquillage. Ouais, très tôt le matin, et comme ça, c'était comme une seconde peau, et elle pouvait ressentir aussi ce fardeau qui était cette barbe. Donc je trouvais ça très important pour y croire, parce que ça a été très compliqué d'y croire finalement à cette barbe. Un mot, même s'il n'est pas avec nous, parce qu'il est aussi formidable dans le film, c'est Benoît Magimel, parce que lui, c'est votre mari, évidemment moqué par tous ses voisins, une fois qu'ils se rendent compte que sa femme a une barbe, et qui en même temps joue l'amour et joue dans son regard l'amour qu'il porte à cette femme, malgré sa barbe. Comment s'est passé le tournage avec Benoît, et voilà les échanges
Justement, ce qui était très important, moi, c'est qu'ils ne se rencontrent pas avant le tournage, parce que je voulais qu'on crée, en tout cas au fil du temps, dans la réalité, recréer finalement cette naissance de l'amour, finalement. Et au début, d'ailleurs, c'était très dur pour Nadia, parce qu'il était carrément dans le rejet aussi. Il y avait quelque chose comme ça qui l'empêchait. C'était très compliqué pour lui. Et petit à petit, comme ça, ils se sont apprivoisés l'un et l'autre. Voilà. Non, puis j'ai une chance folle, parce que Benoît, c'est un acteur extraordinaire, mais c'est quelqu'un avec une humanité et une bonté qui, en fait, a grandi en fait au fur et à mesure du tournage et s'est dévoilé. Et en fait, on a eu une vraie rencontre sur le tournage. En fait, on se connaissait pas avant et peu à peu, comme dit Stéphanie, on s'est apprivoisé et on a commencé à comprendre le film. En fait, enfin, ça c'est, ouais, c'était. Il est toujours dans l'émotion pure en permanence, Benoît. Et en fait, quand il sentait pas quelque chose, en fait, il arrivait toujours à trouver le bon geste. Et c'est quelqu'un qui a vraiment la grâce. Il a la bonne musique. Je sais pas, voilà, c'était une chance pour toutes les deux de l'avoir à nos côtés. Vous avez commencé à présenter le film en salle, parce qu'il est en complet, donc il passe 6 fois. Qu'est-ce que vous avez ressenti avant, pendant, si vous êtes resté un peu, après C'est très émouvant hein, de voir que certaines personnes sont très touchées. C'était l'idée quand même, c'était de parler d'amour, donc d'émotion, et de voir que y a certaines personnes qui ont oublié cette barbe au fur et à mesure du film, en fait. C'est exactement ça, c'est que vous arrivez à nous faire oublier la barbe et les poils, d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de la barbe, mais... Oui, ça s'appelle l'hirsutisme, en fait. C'est un trouble génétique qui fait qu'on a la pilosité d'un homme, voilà, tout simplement. Merci beaucoup à toutes les deux, et puis on vous retrouve encore dans les salles, je crois, demain, parce que voilà, vous jouez le jeu, vous allez présenter le film, le défendre. Évidemment, oui, là, on va on défendre a l'occasion Rosalie. de voir le public ici. J'aime tant ce festival parce qu'il y a un vrai retour du public. Et du coup, voilà, c'est une chance qu'il y ait autant de gens. Ça m'a beaucoup ému de voir la salle pleine. Je vous rappelle ce film, je resitue l'histoire en quelques mots. Kessie joue Simon, 12 ans, qui vit dans une petite ville industrielle, juste en bas d'une montagne. Chaque hiver, il prend la petite télécabine pour rejoindre la station de ski UP qui surplombe sa ville. Et il y pique des skis et tout ce qu'il trouve, tous les équipements des touristes pour les revendre. Il est accompagné à l'époque de Louise. Racontez-moi d'abord ce que ça vous fait. Je crois que le film est sorti il y a une dizaine d'années. Absolument. De venir 2012. Voilà, 2012, de revenir le remontrer en festival, lui redonner vie. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous l'a annoncé et puis ici? Non, mais c'était très émouvant, 10 ans après, c'est vrai. Le film était déjà présenté ici. Tous mes films ont été présentés là, en fait. C'est la 4e fois que je reviens. Oui, absolument. Et non, ça fait très, très plaisir de voir la salle pleine, alors que le film a déjà une longue histoire. Et voilà, et c'était très agréable. Donc, je suis très heureuse d'être ici. Vous vous rappelez aussi qu'à l'époque, Kessie Motéclan, c'est un de ses premiers rôles, parce que c'est mon premier gros rôle. Quand on voit la carrière qu'il fait derrière, il y a une petite fierté quand même. Et Léa Seydoux aussi. Hein. C'était un de ses premiers films. Je crois qu'elle avait fait 2 longs métrages avant. Juste avant, elle avait fait Belle Épine de Rebecca Zlotowski. Et Kessie, oui, il avait joué dans mon premier film. Il avait 8 ans avec Isabelle Huppert, Home. Et puis j'ai tellement aimé travailler avec lui que je lui ai écrit un film. En fait, j'ai écrit pour Kessie, L'Enfant d'en haut. Et puis Léa est venue après. C'était des comédiens formidables, extraordinaires, exceptionnels. C'était magnifique comme tournage. Il y a une fierté. Je disais, parce que du coup, je me replongeais dans le film, sachant que je vous verrai ce soir, que c'est un peu, alors pas votre histoire, mais que vous-même, vous viviez enfant au pied d'une montagne, comme ça, et qu'il y a beaucoup de vous, en fait, dans ce film. Oui, c'est vrai, parce que j'ai commencé à écrire le film. Enfin, je n'ai pas commencé, j'étais en fin d'écriture, pensant que ça venait de mon imaginaire. L'idée est venue dans le train, je voyais mon producteur à Paris. Et je me suis dit, un enfant vole des skis dans une station, pensant que ça venait d'imaginaire. Et puis, c'est vraiment en fin d'écriture. Un matin, je me lève et je dis à mon co-scénariste, mais en fait, c'est un souvenir d'enfant, j'avais complètement oublié. Donc, j'ai grandi au pied du Jura. Et on allait souvent au ski. Et c'est vrai qu'enfant, un jour, je me souviens du moniteur de ski qui nous montre un enfant et qui nous dit, méfiez-vous de lui, c'est un petit voleur. Et c'est vrai que j'étais très surprise, curieuse, interloquée, qui puisse avoir des vols, un petit voleur dans une station, même si c'est le Jura, pas les Alpes, voilà, mais quand même, et ça m'a intriguée. J'essayais d'imaginer pourquoi cet enfant volait, pourquoi il avait besoin de voler, et puis c'est resté dans un coin de mon inconscient, et puis c'est devenu un film. C'est vrai que c'était l'idée originelle au départ, ouais.
Et pour terminer, un petit mot sur le cinéma suisse, puisque la Suisse est à l'honneur cette année. Vous êtes franco-suisse, je crois. Oui, vous absolument. Vous avez les deux casquettes. Mais voilà, évidemment, la Suisse, on pense toujours à Godard, mais c'est pas que ça. Il y a un vrai cinéma suisse qui sort des films chaque année. Il y a une vraie industrie cinématographique en Suisse. Oui, qui est de plus en plus forte. Et puis voilà, c'est un pays où il y a 4 langues, alors majoritairement 3 langues. Donc c'est assez intéressant de voir voilà, les films suisses-allemands, les films tessinois, les films romans. Il y a une belle unité, je trouve aussi, parce que contrairement par exemple à la Belgique, il y a vraiment la commission wallonne et de Flandre. Ici, c'est la même commission. On lit des projets tessinois, suisse-allemand, francophone. Et oui, c'est un cinéma qui est de plus en plus présent dans les grands festivals. Aussi la place du documentaire qui est très très forte, le documentaire suisse, et puis ces cinéastes dont Alain Tanner, que j'ai eu la chance d'être assistante sur deux de ses films. Beaucoup de cinéastes nous ont quittés récemment, Godard, Tanner, Goretta, peu de temps avant aussi, qui sont un peu ces monstres sacrés du cinéma, qui nous ont laissé un cinéma extraordinaire, qui en tout cas moi m'a donné envie de faire des films en Suisse, de filmer la Suisse, de filmer ses paysages. Enfin, je crois que pour ça, Tanner m'a beaucoup donné en tout cas. Ouais, merci de venir mettre à l'honneur en tout cas ce cinéma suisse. On est très heureux que la Suisse soit l'invitée d'honneur cette année du festival. Merci beaucoup Ursula. Merci infiniment. Ursula Meyer, réalisatrice de L'Enfant d'Oro. Merci d'être venue sur ce tapis bleu et de nous avoir offert cette nouvelle projection du film. Merci beaucoup. La petite photo. Alors Balogi, vous le savez, c'est un artiste protéiforme, comme on dit. Alors, regardez les photographes. Compositeur, poète, chanteur, styliste, performeur, comme on dit aujourd'hui. Et donc désormais réalisateur, puisque Augure est son premier film présenté ici en compétition. Racontez-nous, alors l'idée de ce film, je disais, ça commence de façon assez classique. Derrière, on part beaucoup dans la sorcellerie, notamment parce que je l'ai découvert à cette occasion, Balogi, ça veut dire groupe de sorciers. Ouais, ça veut dire initialement homme de science, puis avec l'arrivée du catholicisme, c'est devenu homme de science occulte. Et comme j'aime le répéter souvent, c'est l'équivalent de s'appeler Diable ou Belzébuth en France. Ce que j'allais dire, c'est comme si j'appelais Monsieur Groupe de Sorciers. Ouais. Du coup, forcément, ça forge. Et ce film, j'imagine que vous l'aviez en vous depuis longtemps. Je leur dis, c'est un premier film, mais c'est quelque chose, une histoire que vous portiez. Ouais, en tout cas, le thème est le refus de l'assignation, de quelque sorte qu'elle soit, que ce soit l'assignation à sa sexualité, à son identité, à son physique, sa couleur. Donc c'est un film qui aborde sur le prisme de la puissance du patriarcat dans la société congolaise. Quand vous avez reçu son script, vous avez tout de suite signé, vous êtes dit ça, parce que j'imagine qu'il faut rentrer dans l'univers, il faut comprendre le scénario, se dire attends là comment il va me filmer ça. Vous lui avez fait confiance tout de suite. Oui, ben c'est vrai qu'il y avait il y avait des séquences oniriques dont j'étais curieuse de voir à quoi ce que ça allait donner ensuite. Oui. Et puis aussi, je connaissais le travail de Balogi avec le court-métrage Zombie, mais aussi ces clips qui sont absolument merveilleux, d'une esthétique incroyable. Et puis, mais surtout pour moi, c'était le personnage de Tchala qui m'a directement séduit, et je me suis dit voilà, j'ai vraiment envie d'interpréter cette dame. Oui, parce qu'il faut préciser que c'est un film où il y a beaucoup de personnages féminins, à part le personnage de Kofi, mais sinon c'est les femmes qui ont le pouvoir et qui portent le film. Ça aussi, ça vous tenait à cœur? Ouais, j'ai envie d'assumer totalement que c'est un film féministe, et c'est important que les hommes s'emparent de sujets comme celui-là, parce que je crois sincèrement que les hommes seraient également les bénéficiaires d'une société plus équitable, d'une société plus féministe. Je pense ça sincèrement. Et les personnages principaux sont ceux qu'on pense au départ être les bourreaux, qui en fait se révèlent être des victimes d'une espèce de misogynie qu'elles ont intégrée, de codes qui jouent contre elles. C'est un film sombre dans l'histoire, mais très lumineux, c'est-à-dire et très coloré. Comment vous avez joué avec toutes ces couleurs aussi dans la manière de le tourner? Il y a beaucoup de roses, c'est un film que j'ai vu il y a plusieurs semaines, et j'ai encore des flashs de couleurs qui me restent en tête. Ouais, il y a énormément de couleurs dans le sens où chaque personnage a son identité visuelle. Entre le gamin des rues qui s'appelle Paco, qui porte du rose, il y a le personnage de Tchala,
joué par Eliane, qui est habillée, qui est identifiée par la couleur verte en référence à une pierre qui existe au Congo. Voilà, chacun a vraiment son identité spécifique. Et c'est un élément qui nous aide à mieux structurer notre narration. Vous avez commencé à le présenter en salle, là? Ouais. Et alors? Qu'est-ce que ça fait de se retrouver devant le public angoumoisin Faut demander ça à notre distributeur. Ah, mais vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Bah écoute, Eliane, que ça a ressenti? Ça change de Cannes, Renaud. Du festival de Cannes, parce que le festival d'Angoulême, c'est vraiment un public de cinéphiles. Et donc ça fait du bien d'être vraiment en contact avec des gens en dehors du métier, comme le festival de Cannes peut être. Donc voilà, on a juste hâte de continuer à échanger avec le public. Et voilà. Et de voir le résultat dimanche, puisque vous êtes en compétition quand même. Vous espérez peut-être un prix à la fin? Du tout. Du tout, le film est assez singulier, se dénote un peu du reste de la sélection. Donc, mais pour moi, c'est déjà une victoire d'être sélectionné, de pouvoir présenter le film de cette manière. Et ça nous permet d'avoir une belle lampe de lancement pour la sortie en salle le 22 novembre. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est assez fabuleux ce qui nous arrive. C'est un tout petit film. Voilà, c'est un petit budget et d'être dans le prolongement de ce que nous a amené Cannes, ce que nous ont amené les autres festivals. Je pense à Durban en Afrique. Et effectivement, d'être ici, ben voilà, c'est fabuleux. Ça nous permet de faire exister ce genre de propositions également. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. D'avoir fait un petit détour par notre tapis bleu ce soir. Avec grand plaisir. Balogi, réalisateur d'Augure, on se retrouvera dans les salles demain. Et Eliane Oumouir, l'une des actrices principales de ce film. Oumouiré, faut dire le « Oui. Oumouiré. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, bonne continuation. Allez, les rois de la piste, vous sortez tout juste de la projection. Vous allez me dire dans quelques instants comment vous avez vécu ça. Sébastien Aubagny, également acteur dans le film. 2-3 petites questions avant de vous libérer. Vous étiez dans la salle, je crois, Thierry? Ouais. Alors? Avec le public qui vient de découvrir le film à chaud? Bah non, c'était bizarre. Enfin, c'était bizarre parce que le film il a été terminé il y a 10-15 jours. Ouais. Donc oui, je l'avais pas vu avec autant de monde. Donc non, ça s'est très bien passé, mais c'est un moment particulier quand même. Fanny, quand Thierry vous appelle et vous dit je voudrais que tu joues une sorte de Madalton. Déjà, je la vous vois. Je voudrais que vous jouiez une sorte de Madalton. Ah, ça me plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui est excitant dans ce genre de personnage? Les borderline, les marginaux, ceux qui arrivent à être en dehors des radars. C'est rare d'avoir des personnages marginaux, forts, féminins. Oui, c'est vrai. Puis avec des fils magnifiques. C'est ce que j'allais réutiliser la même question pour Nicolas. Quand il vous appelle et qu'il vous dit « Vous allez le jouer, le fils de Fanny Ardant ». Ah bah, c'était pas la première fois, parce que j'avais déjà joué le fils de Fanny dans une pièce de théâtre, mais c'est vrai que de retrouver Thierry Cliffat et Fanny, et Alex aussi, et aussi Seb, tout le monde était là. Et c'est vrai que c'était un bonheur de tous les retrouver. Et puis bon, bah, voilà, Thierry, on dit pas non à Thierry, qu'on dit pas non à un ami, et surtout quand le scénario est beau, quoi. Voilà. Parce que vous avez fait quelques films avec Thierry, il faut le préciser. Tout à fait. Celui-là, c'est le plus original, ça veut rien dire, mais je trouve dans la forme, on a l'impression que c'est celui dans lequel vous amusez le plus. Est-ce que c'est le cas ou pas? C'est plus léger évidemment que les autres, mais au-delà de ça, je sais pas si je me suis amusé. Oui, je me suis senti assez libre en fait sur ce film. Ah, ouais, assez libre, mais bon, c'est peut-être avec l'expérience et tout ça. Puis je sais pas, il y a quelque chose comme ça, une sorte d'alchimie qui a quand même eu entre tous, qui m'a un peu dépassé. Et du coup, en fait, ils ont toujours amené leur personnage bien au-delà de ce que j'attendais d'eux. Donc du coup, il fallait que je sois en permanence réactif pour pas me laisser déborder par cette famille de zinzin quand même. C'est bien résumé, famille de zinzin. Ouais. Alex Beaupin, je crois que c'est la première fois que vous travaillez ensemble. Non, on a fait 3 pièces de théâtre ensemble. Au cinéma. Voilà. Au cinéma. Si je veux me rattraper, je dis au cinéma. Ouais. Comment s'est fait justement le travail sur ce film? Parce que la bande son est évidemment hyper importante. En tout cas, il y en a beaucoup de la musique, oui, c'est ce que je me disais en regardant ça. Non, moi j'ai aucune imagination, donc moi il faut que je voie les images du film pour écrire la musique. Et en l'occurrence, sur le film de Thierry qui est une comédie, il faut trouver le rythme. Et puis on s'est amusé parce que c'est une comédie, mais on a joué avec le genre, avec le polar, on a mis des cordes partout, on a foutu des chansons, on en a fait trop, mais à la fin on était quand même content. Non, toi t'étais content en tout cas. L'important c'est que le patron soit satisfait.
Oui, puis surtout, moi, ce que j'aime avec Alex dans le travail qu'on a pu faire déjà au théâtre et que là on a fait au cinéma, c'est que c'est quelqu'un qui vient très vite au montage et donc qui connaît très bien mes angoisses et qui sait me rassurer, mais pas benoîtement comme ça. Il sait me dire les bonnes choses, m'engueuler aussi quand je suis trop sombre. Et donc oui, on a les mêmes références, les mêmes. On parlait des mêmes comédies quand on voilà. Puis il y avait une musique qu'on aimait beaucoup qui était celle de Michel Berger dans Tout feu tout flamme de Jean-Paul Rapneau. Ce que j'allais dire, les comédies, c'est quoi? Rapneau, de Broca, oui, cette grande tradition. Oui, exactement. Mais beaucoup aussi une comédie de Sidney Lumet qui s'appelle Family Business, qui pour le coup m'a pas mal inspiré, notamment l'histoire des masques au début, et puis les 3 générations comme ça, avec celui qui essaye d'échapper à cette espèce d'atavisme, et qui revient fatalement. Angoulême, les uns et les autres, certains sont déjà venus, d'autres pas. Qu'est-ce que ça fait d'être ici? Vous disiez que vous avez fini de monter le film il y a 2-3 semaines, donc j'imagine que c'était particulièrement important pour vous de venir ici, si vous l'avez tout juste fini pour le montrer. Ah ouais. Oui, c'est important. Je ne suis jamais venu à Angoulême, je ne suis jamais venu au festival. Donc, c'est beaucoup de découvertes, dans beaucoup d'émotions en même temps. Mais je suis très content d'être là. Et puis, c'est vrai que c'est agréable, mais d'avoir du vrai public et tout ça, qui accueille, qui est content d'être là, pas blasé, chaleureux, sur ce genre de film. Comme c'est un film que je veux joyeux pour les gens, c'était chouette. Et Nicolas acquiescé sur cette Non, magie c'est vrai que d'Angoulême. nous, on a eu un prix aussi avec Sébastien. On a eu les Valois d'Or du meilleur acteur. Valois d'Or, c'est bien ça. Donc c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on vient, mais de voir, moi c'est la première fois que je voyais le film. Je le découvrais aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était incroyable de le voir avec les réactions du public et tout. C'était voilà, même si encore, j'ai pas trop les mots encore là. Je suis encore un peu sous le choc d'avoir vu le film et tout, mais ça m'a. Ouais, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Et je suis très content de les avoir retrouvés et je me suis bien marré, je me dis vraiment. Et Fanny, d'être là, vous regardiez le drone qui nous surplombe. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez Angoulême, ce festival? Oui, je le trouve très chaleureux, parce que c'est les vrais gens de la ville qui viennent, qui font la queue au cinéma, qui attendent ça, donc c'est comme une fête du cinéma. Je vous remercie d'être venu nous rendre cette petite visite, d'être passé par le tapis bleu. Je redonne la date de sortie, 27 mars 2024. J'aurai 44 ans ce jour-là, c'est mon anniversaire, c'est formidable. Je disais, c'était une avant-première. Exactement. On peut avoir 15 épidémies. Merci beaucoup. Yann, si vous voulez bien rejoindre Diane. Diane, va falloir que je... Alors ce film, c'est l'histoire d'une spirale cauchemardesque vécue par Estelle, Diane Kruger dans le film, pilote de ligne chevronnée, mariée à son mari, Guillaume, joué par Mathieu Kassovitz. Ils vivent dans une belle et grande maison, tout semble aller pour le mieux, sauf qu'Estelle croise par hasard un jour dans un aéroport Anna, une photographe avec qui elle a vécu une passion quelques années auparavant. Et c'est le début d'une spirale cauchemardesque. Dans quel cerveau malade un tel film peut naître? Écoutez, dans le mien, en tout cas, voilà. Oui, c'est un film assez tortueux, c'est un film un peu cauchemardesque, c'est une spirale. C'est un film sur le mécanisme du dérèglement, c'est un film sur les rêves. Voilà, voilà, j'ai eu la chance vraiment sur ce projet de travailler avec une immense actrice, magnifique et hyper magnétique, avec qui je voulais travailler depuis vraiment de nombreuses années, Diane Kruger, qui porte le film sur ses épaules vraiment. Voilà, donc c'est un film important pour moi. Diane, quand vous recevez le script, le scénario, déjà, est-ce que vous comprenez tout? Et qu'est-ce qui fait que vous dites « Ok, banco, je me lance » ? Non, le scénario est excellent, vraiment, et j'aime beaucoup le cinéma de Yann. J'avais beaucoup aimé Boîte Noire, Un homme idéal aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est un très beau rôle de femme, c'est sûr, mais un très beau thriller, hein, comme on fait plus vraiment beaucoup, très bien ficelé et surtout très beau, filmé par un metteur en scène vraiment qui est en maîtrise d'image. C'est vrai. Bon, on y va? Parce qu'on a 11 salles qui nous attendent. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci.